Alors j'ai beaucoup apprécié l'intitulé du colloque, qui est un peu un jeu de mots, parce que le mot adaptation est au cœur de la Convention sur le changement climatique de 1992. C'est l'adaptation au climat ou l'atténuation, et l'atténuation. Mais là, ce n'est pas l'adaptation au climat, c'est l'adaptation du droit au climat. Donc bravo pour le jeu de mots, cher Afef. Alors, d'abord, il se trouve que Sfax est à l'avant-garde en matière de réflexion sur la lutte contre le climat, parce qu'en faisant quelques recherches pour préparer cette intervention, j'ai trouvé que dans le cadre de la Convention de Barcelone sur la Méditerranée, un des premiers travaux de la Convention de Barcelone a concerné Sfax en 1994, il y a 30 ans. Et je vous renvoie à ce document qui est ici cité sur l'implication des changements climatiques pour la zone côtière de Sfax, qui date du 17 octobre 1994. Alors, je n'ai pas eu le temps d'aller voir ce document, mais j'invite les étudiants à aller le voir. Et pour faire le bilan, 30 ans après, que donne la réalité du changement climatique à Sfax par rapport à une étude qui a été faite il y a 30 ans à l'initiative de la Convention de Barcelone sur les impacts futurs du changement climatique sur la zone côtière de Sfax. Et quelques années après, la Convention de Barcelone a été justement la première, je crois, à avoir un protocole sur la gestion intégrée des zones côtières qui ne s'est pas contenté de traiter du droit des zones côtières, qui en lui-même déjà est un problème particulièrement complexe et au plan scientifique, mais encore plus au plan juridique, puisqu'il s'agit de relier le droit de la mer avec le droit de la terre, mais le protocole des zones côtières de 2008 comporte plusieurs articles consacrés exclusivement au climat et aux catastrophes. Les articles 22 et 24, qui sont en quelque sorte la déclinaison au niveau régional du droit international du changement climatique. Et donc Barcelone, à ce titre, au niveau du droit conventionnel, est un peu à la pointe, puisqu'elle a été la première convention régionale à intégrer le droit du changement climatique. À la suite, il y a la stratégie méditerranéenne de développement durable, qui comporte évidemment un volet très important sur le changement climatique, et puis, documents plus récents que ceux de Sfax de 1994, le rapport d'évaluation scientifique du changement climatique sur la Méditerranée de 2020, qui a été approuvé en 2021 à la COP22 de la Convention de Barcelone. Voilà un petit clin d'œil sur le lien entre changement climatique, Sfax et Convention de Barcelone. Alors, sur droits de l'homme et climat, une petite rétrospective historique. Dans la Convention climat de 92, pas un mot sur les droits de l'homme. Pas un mot sur les droits de l'homme. Alors, on pourrait dire, évidemment, au plan juridique, qu'il n'y a pas besoin de dire un mot sur les droits de l'homme, puisque les droits de l'homme s'appliquent partout et toujours et à tous. Et par conséquent, de façon implicite, tous les États qui ont ratifié la Convention climat sont aussi partis aux deux pactes de 1966 sur les droits de l'homme, droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels. Mais néanmoins, petit à petit, les droits de l'homme sont entrés expressément dans le climat,
non sans mal et non sans difficulté, à travers des déclarations du Haut-Commissaire des Nations Unies sur les droits de l'homme, des résolutions et des rapports spéciaux divers et variés. La pression de la société civile, et notamment en 2008, le Forum des Nations Unies sur les peuples indigènes, sur climat et droits de l'homme, et puis la première timide reconnaissance dans les institutions du droit international du climat, c'est la COP16 de Cancun en 2008, où, non pas dans la Convention, mais dans une décision prise au titre de la COP16, qui déclare « Les États devraient respecter pleinement les droits humains dans toutes les activités liées au changement climatique ». Donc c'est en 2008 que les États partis à la Convention climat ont enfin considéré qu'ils ne pouvaient pas développer les actions sur le climat sans prendre en compte les droits de l'homme. Et la reconnaissance juridique formelle ne va intervenir qu'en 2015 dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, où dans le préambule de l'accord de Paris, cette fois-ci, on trouve directement et expressément un renvoi aux droits de l'homme. Conscient que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l'humanité et que les partis, de fait, doivent donc respecter et promouvoir la prise en considération de leurs obligations respectives concernant les droits de l'homme. Alors, il y a un problème juridique préalable, en quelque sorte, qui se pose dans la relation droits de l'homme et climat. Dans la mesure où les effets du changement climatique ne sont pas neutres et sont souvent un résultat qui se traduit par des catastrophes et par des situations d'urgence. Or, il y a un rapport entre droits de l'homme, catastrophes et urgence qui est assez complexe. Dans le pacte sur les droits civils et politiques, il y a un article sur le danger public exceptionnel qui peut menacer l'existence de la nation. Et au titre de cet article, repris par les conventions régionales des droits de l'homme, aussi bien européennes qu'américaines et africaines, où quand il y a un danger exceptionnel qui menace la nation, les droits de l'homme peuvent être mis entre parenthèses. Il peut y avoir une dérogation aux droits de l'homme en cas de situation catastrophique. Et donc ça nous interpelle. Est-ce que la mise en place des instruments juridiques, aussi bien internationaux que nationaux, qui peuvent entraîner une situation d'urgence et de catastrophe, va aboutir à déroger aux droits de l'homme? Autrement dit, est-ce que la mise en place du droit des catastrophes liées au climat va introduire une dérogation aux droits de l'homme? On trouve cette même disposition du pacte de 66 dans la Convention européenne, article 15, dans la Convention américaine, article 25, dans la Charte arabe des droits de l'homme, article 4. Et donc, est-ce que les catastrophes liées aux droits de l'homme vont entraîner une dérogation aux droits de l'homme? Alors, je ne résous pas le problème, je le pose. Et je vous alerte sur ce lien entre droits de l'homme et climat en cas de crise exceptionnelle. Alors, le Conseil des droits de l'homme a abordé très largement, évidemment,
et de plus en plus la question du climat dans une série de résolutions très nombreuses. Et depuis quelques années, pratiquement tous les ans, il y a une résolution du Conseil des droits de l'homme sur climat et droits de l'homme. Et puis les rapporteurs spéciaux, de plus en plus nombreux sur le droit de l'homme, mais aussi sur le climat, les rapporteurs spéciaux vont aussi tous les ans, depuis les années 2020-2025, faire des rapports sur droits de l'homme et climat. Et donc, on ne manque pas de littérature sur les rapports droits de l'homme et climat. Alors, on va voir spécialement 3 thèmes, rapidement, parce que le temps est limité, et je demande à FEF de me limiter. On verra d'abord climat et catastrophe, puis climat et migration, et enfin climat et droits des enfants. Climat et catastrophe, là encore, la littérature est abondante et j'attire votre attention sur un document du Conseil de l'Europe de 2010 sur les principes éthiques pour la réduction des risques de catastrophe et la résilience des personnes. Parce que dans ce document est étudié de façon systématique les relations entre droits de l'homme et catastrophes, et donc et climat, puisque l'enjeu climatique est en lui-même une catastrophe et conduit à des catastrophes, soit contemporaines, soit futures. Et il est très important d'analyser par rapport aux droits des catastrophes, ce que fait l'ONU depuis plusieurs années, 3 situations. Avant la catastrophe, pendant la catastrophe et après la catastrophe. Les 3 temps de la catastrophe, qui doivent être aussi les 3 temps du droit face à la catastrophe. Quelles sont les mesures juridiques avant? Quelles sont les mesures juridiques pendant? Et quelles sont les mesures juridiques après? Et là, on fait l'analyse systématique des mesures concernant les droits de l'homme avant, les droits de l'homme pendant et les droits de l'homme après. Et on voit que, effectivement, le droit international des droits de l'homme a des réponses, avec des droits de l'homme à prendre en compte avant, des droits de l'homme pendant et des droits de l'homme après. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on peut énumérer comment chacun des droits de l'homme que nous connaissons est interpellé, effectivement, avant, pendant et après. Ensuite, il faut évidemment se référer à la conférence mondiale pour la réduction des catastrophes de Sendai, au Japon, de 2015, qui donne une espèce de programme, des guidelines, des lignes directrices pour savoir comment les États doivent se comporter et doivent anticiper par des mesures concrètes, mais aussi par des mesures juridiques. Et les mesures juridiques, elles doivent devenir concrètes. Ensuite, il y a un rapport intéressant du rapporteur spécial sur le droit de l'homme à l'environnement, sur urgence climatique et droits de l'homme. Un rapport de 2019. Urgence climatique et droits de l'homme. Alors, climat et migration. Une des conséquences immédiates ou à terme des changements climatiques, c'est les déplacements de population. Soit déplacements de population à l'intérieur des États, ça s'appelle les déplacés internes, soit déplacements des populations qui doivent franchir une frontière, c'est les déplacés externes. Et le droit a évidemment des réponses variées sur les déplacés internes et sur les déplacés externes. Alors, on doit constater
qu'à cet égard, au niveau du droit international, il y a un vide juridique. Il n'y a aucune convention internationale sur le statut juridique des déplacés, que j'appelle déplacés environnementaux, soit du fait du climat, soit du fait d'une autre catastrophe que le climat, comme par exemple un tremblement de terre qui entraîne des déplacements de population et qui n'est pas forcément dû à l'origine par un effet du climat. Pour les déplacés internes, il existe un document international qui s'appelle les principes directeurs relatifs aux déplacés des personnes à l'intérieur de le pays de 1998, mais qui est du soft law, qui n'est pas un traité, qui n'a pas été introduit dans un traité international. C'est pour ça qu'il y a toujours un vide juridique au niveau des traités. Le seul traité international qui existe sur les personnes déplacées, c'est une convention régionale africaine, la convention de Kampala, sur l'assistance aux personnes déplacées en Afrique dans leur propre pays, les déplacés internes. Donc il y a du droit international dur en Afrique, et ce n'est pas la première fois que l'Afrique est pionnière en matière de droit de l'environnement, du droit international des personnes déplacées en Afrique de 2009. Au niveau mondial, il n'y a rien. Simplement, un projet de convention que nous avons rédigé au sein du Centre international de droit comparé de l'environnement, dont je suis le président, qui date de 2008, mais qui est resté toujours à l'état de projet. Et nous sommes à l'heure actuelle en train de réécrire ce projet de convention de 2008 pour le remettre d'actualité et pour le soumettre aux États compte tenu des évolutions qu'il y a depuis 2008. Enfin, il y a pour les déplacés externes qui franchissent une frontière le rapport de M. Free de 2023 qui est la dernière actualité sur les dispositions qu'il faudrait prendre pour les déplacés externes liés au changement climatique. Enfin, climat et droits des enfants. Alors, la Charte africaine sur les droits des enfants de 1990 mentionne les catastrophes. Et le rapporteur spécial sur le droit à l'environnement a fait un rapport sur droits des enfants et protection de l'environnement en 2018. Mais le document le plus récent et le plus intéressant sur les relations entre droits des enfants, climat et catastrophes est observation générale du comité du droit des enfants, puisque pour accompagner la Convention des droits des enfants, il y a un comité spécial à Genève qui est le comité des droits des enfants, et ce comité des droits des enfants vient d'approuver les observations générales en août 2023, qui sont des observations générales applicables dans le cadre de la Convention relative aux droits des enfants. Et donc, je vous renvoie à ce document. Et il y a notamment une disposition à la fin intéressante sur un des éléments du droit des enfants qui est un peu d'actualité et dont parlera probablement l'intervenante de la Cour européenne des droits de l'homme. C'est le problème de l'accès à la justice pour les droits des enfants en matière climatique. Dans quelle mesure les enfants qui sont mineurs peuvent accéder aux tribunaux nationaux et internationaux, qui fait l'objet à l'heure actuelle d'un débat juridique dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, puisqu'il y a eu une action d'enfants portugais
contre plusieurs États européens en matière de climat, qui doit franchir l'obstacle de la recevabilité devant la Cour européenne des droits de l'homme, recevabilité de droits d'enfants qui sont mineurs. Et à cet égard, il faut savoir que depuis fort longtemps, déjà, un tribunal national a admis la recevabilité du droit des enfants en matière de catastrophe. C'est une disposition de la Cour suprême des Philippines, en Asie, en 1992, à la suite de l'action d'un avocat fameux qui s'appelle Tony Osposa, qui a réussi à faire admettre la recevabilité d'enfants devant la Cour suprême des Philippines, qui a intenté une action contre les Philippines à la suite du défrichement de forêts aux Philippines, donc coupe d'arbres. Et vous savez que les arbres, ils ont une vie qui dépasse la vie des hommes et qui concerne les générations futures. Il a donc démontré que couper les arbres aux Philippines en 1992, c'était une atteinte aux droits des enfants, puisque c'était une atteinte aux droits des générations futures. Et pour la première fois au monde, un tribunal a dit oui, il a admis le recours des enfants au nom du droit des générations futures. En conclusion, le lien entre climat, droits de l'homme et droit à la vie, évidemment, se rattache directement au pacte sur les droits civils et politiques et à l'article 6. Et dans l'actualité, il se trouve que l'interpellation des droits de l'homme, du droit international et du droit des climats est l'actualité de 2024-2025. Parce qu'il y a 3 actions devant des juridictions internationales qui posent ces questions sur droits de l'homme, droit du climat et droit des catastrophes. D'abord devant la Cour internationale de justice, demande d'avis de l'Assemblée générale de 2023, et à l'heure actuelle, la Cour internationale de justice reçoit les communications avant de donner son avis consultatif, et notre ONG, le Centre international de droit comparé de l'environnement, le CIDCE, a envoyé, au titre d'un amicus curiae, des commentaires et des propositions à la Cour internationale de justice, qui va être examinée par cette instance. Deuxième intervention, le tribunal international de droit de la mer, demande d'avis consultatif par les États du Pacifique. Et troisième intervention, la Cour internationale des droits de l'homme interaméricaine, la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui a été saisie d'une demande d'avis par le Chili et la Colombie, et qui va aussi rendre un avis sur droits de l'homme, droit du climat et droit des catastrophes. Et donc on va disposer, c'est tout à fait exceptionnel et unique, et on espère qu'ils ne vont pas se contredire, ces 3 instances internationales, on va disposer en 2024 et 2025 d'avis juridiques des plus hautes instances au monde sur les droits de l'homme et sur le droit international, Cour internationale de justice, Cour interaméricaine des droits de l'homme et Tribunal international des droits de la mer. Merci.